Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble avec chaque semaine un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Schex. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, élue dans cette assemblée depuis 2015. Vous avez annoncé il y a quelques jours que vous seriez candidate à la mairie de Mélan en 2026. Vous êtes également la représentante en Isère du Nouveau Centre, un parti présidé par Hervé Morin, l'ancien ministre des Armées. Le parti s'appelle les Centristes ou le Nouveau Centre? Parce que j'ai vu les deux noms sur le site internet. Le Nouveau Centre, c'est le nom historique, on va dire, et les Centristes, c'est le nom sous lequel nous nous présentons aujourd'hui. Mais on est toujours très attachés à nos racines. Donc le parti les Centristes Nouveau Centre, de toute façon, on sait de quoi on parle et on sait où nous nous positionnons. On peut d'ailleurs vous positionner à la droite du centre, c'est le bon... Oui, nous sommes des centristes de droite. On verra tout à l'heure comment vous vous positionnez par rapport au socle commun qui soutient actuellement le gouvernement de Michel Barnier. À la région, vous êtes en charge du handicap, de l'action sociale et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce que vos attributions ont évolué depuis le petit remaniement suite au départ de Laurent Wauquiez? Alors, c'est pas depuis le départ de Laurent Wauquiez, c'était un peu avant où effectivement il m'a confié cette nouvelle délégation qui lui tient à cœur. Et évidemment un travail que je poursuis avec le nouveau président Fabrice Panckoucke. Donc c'est les violences faites aux femmes qui est une nouvelle attribution dans vos fonctions. Laurent Wauquiez a donc dû démissionner de la région en septembre pour respecter la loi sur le cumul des mandats suite à son élection en tant que député. Vous avez été surprise qu'il préfère se lancer dans une campagne nationale plutôt que rester attaché à sa région? Je pense qu'il est toujours très attaché à sa région, ça ne change pas. Maintenant, il a effectivement un instinct national. Je crois qu'on a besoin de lui aussi à Paris. Ce qu'il a été capable de faire en Auvergne-Rhône-Alpes, je pense que c'est une expérience qui peut tout à fait nous aider pour la France. Alors, il est remplacé depuis le début du mois de septembre par Fabrice Panckoucke, qui est beaucoup moins connu que Laurent Wauquiez, qui est le maire de Moutier en Savoie. On voit là les images de la passation de pouvoir qui s'est fait au sein de l'Assemblée régionale. Il n'a pas d'ambition présidentielle, Fabrice Panckoucke, a priori. Je ne crois pas, mais après, ça appartient à chacun, mais non, je ne pense pas. Et puis, Fabrice est un élu de terrain qui était déjà très présent et qui l'est encore plus au-delà des compétences et des délégations qui étaient les siennes jusqu'alors. Ça change forcément la donne d'avoir un nouveau président dans une assemblée comme la région, même si ça reste sur la même couleur politique? Ça ne change pas tant que ça. Alors ça change parce qu'effectivement c'est un nouveau président, c'est une nouvelle personnalité, d'autres façons de travailler, mais ça reste un collègue qui faisait partie de notre majorité. Et puis on continue sur la lancée qui a été impulsée par Laurent Wauquiez sur le projet sur lequel nous avons été tous élus. Donc on est dans une continuité de travail. Allez. Plusieurs noms avaient circulé à la rentrée pour prendre justement ce poste de présidence à la place de Laurent Wauquiez. C'est une mission qui aurait pu vous intéresser, Sandrine Schex? Non. Moi, c'est pas, c'est pas du tout une mission. Non, moi, je suis quelqu'un de terrain. Moi, j'aime bien être au service des autres, même si je peux être effectivement dans le management et dans le pilotage. C'est davantage des projets qu'une équipe comme ça à ce niveau-là. Il y a eu peu de femmes présidentes de la région Rhône-Alpes ou Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Ça aurait été aussi un beau symbole, non? Oui, ça aurait pu, mais je pense qu'il y avait d'autres personnes qui auraient été plus compétentes et plus à même d'assurer ce poste. Après, je pense que toute personnalité a sa place, c'est un engagement, c'est le choix du président Laurent Wauquiez. Voilà, on est dans une équipe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas comme si on était sur une nouvelle élection. En fait, c'est quelqu'un qui était dans notre équipe, qui était un collègue avec qui on travaillait. Donc voilà, on est ravis, et moi particulièrement, d'avoir Fabrice Panckoucke à la tête de la région. En plus, c'est quelqu'un qui est très sensible aux sujets sur lesquels je travaille, donc tout va très bien. Bon, on le verra peut-être plus souvent à Grenoble que Laurent Wauquiez, qui boudait un peu la capitale des Alpes. Hein. Oh, boudé, je ne sais pas. On va dire que Fabrice Panckoucke, géographiquement, est déjà plus présent, plus facile d'accès, hein, parce que c'est vrai que Moutier, là, pour pouvoir se rendre à Grenoble, c'est plus facile. Et puis, il y a tout le lien de Fabrice avec, effectivement, la montagne. Donc avec Grenoble, mais aussi tout le travail qu'il a pu faire au niveau de l'agriculture aussi, qui l'a attaché à notre territoire de l'Isère.
Alors on parlera tout à l'heure de vos attributions au Conseil régional. Un mot de politique nationale, puisqu'on aurait pu aussi avoir une femme Première ministre. Le nom de Lucie Castet a circulé pendant l'été. Vous, la centriste, qu'est-ce que vous pensez du gouvernement de Michel Barnier, que certains considèrent comme le plus à droite de ces 40 dernières années? Moi, je trouve déjà qu'ils sont courageux. Parce qu'il ne faut pas quand même oublier pourquoi on en est là aujourd'hui. Je pense que le pays est quand même au bord d'une abîme et je trouve vraiment remarquable que tout le monde accepte, enfin, en tout cas une certaine partie de la classe politique accepte de travailler ensemble pour sauver notre pays parce qu'on en est là. Et puis après, de savoir pourquoi, comment, moi je trouve que il y a des moments dans une vie et dans l'histoire d'un pays où il faut se serrer les coudes et il faut trouver une solution. Et cette solution, elle passe aussi par le fait de prendre en compte l'intérêt général. C'est comme si vous avez la France qui est en train de se noyer et il y a des personnes qui sont sur le quai qui potentiellement peuvent envoyer des bouées et on ne va pas dire « Ah non, parce qu'il n'est pas dans mon équipe, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça ». Je pense qu'il faut que tout le monde se mobilise et il faut souhaiter le meilleur pour le gouvernement, non pas pour le gouvernement, mais parce que la France en a besoin. Je crois que c'est ce qui est important aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un côté quand même un peu paradoxal de retrouver un Premier ministre LR suite aux élections législatives où la gauche était arrivée en tête? Si vous aviez été à la place d'Emmanuel Macron, vous n'auriez pas joué la carte de la démocratie en nommant Lucie Castet ou le candidat représentant le nouveau Front populaire? Il faut revoir l'histoire. Toutes celles et ceux qui ont été élus l'ont été dans des circonstances un peu particulières. Donc, est-ce qu'on doit entendre le message des Français tel qu'ils l'ont exprimé au premier tour ? Ou est-ce qu'on doit entendre le message des Français tel qu'ils l'ont exprimé au deuxième tour avec des alliances parfois contre nature et des désistements parfois contre nature? Moi, j'avoue que ça me laisse perplexe et que je regrette un peu que tout ça donne une mauvaise image de la politique et peut-être n'encourage pas nos concitoyens à aller voter. On verra, notamment dans la législative partielle, combien se mobiliseront pour aller voter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de tout faire pour que la France s'en sorte et que la France se redresse. Alors pour se redresser, on a Bruno Retailleau à l'intérieur, Patrick Hetzel à la recherche, Laurence Garnier à la consommation. Ces trois ministres qui se sont opposés notamment à l'IVG au cours de leur carrière, au mariage pour tous. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir des personnalités prendre ces fonctions au sein du gouvernement? Après, moi, j'essaye de faire la part des choses entre l'engagement individuel, les convictions personnelles et ce pourquoi ils se mobilisent au sein du gouvernement. Moi, je voulais souligner aussi la fierté et l'amitié que j'ai pour des collègues qui sont ministres aujourd'hui, comme le maire de Valence, notre collègue vice-président de la région, Nicolas Daragon, ou un autre régional de l'étape avec Alexandre Portier, qui est à la réussite éducative. Donc, leurs compétences et leur savoir-faire à l'échelle régionale va enrichir aussi, je l'espère, les réflexions et les projets de ce gouvernement. On a le ministre du Budget aussi qui vient de Haute-Savoie. Oui, Finances. tout à fait. Vu le casting régional, notamment en partie, Laurent Wauquiez avait toute sa place dans ce gouvernement. Vous avez compris pourquoi il n'en faisait finalement pas partie? C'est son choix, probablement. Je pense qu'il se sent plus utile à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je respecte ce choix et il est au travail. Et on a besoin qu'il soit au travail et qu'il anime avec son collègue président du groupe au Sénat j'allais dire ce combat, quelque part, pour pouvoir sortir notre pays de cette mouise. Et puis surtout aussi ne pas oublier qui est responsable de la situation notamment budgétaire et de la dette du pays pour éviter qu'on refasse les mêmes erreurs. Alors Laurent Wauquiez est plus utile à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'avis de tout le monde, notamment des députés de gauche. La semaine dernière, je recevais Jérémy Yordanov, député écologiste de la 5e circonscription de l'Isère et nouveau vice-président de l'Assemblée nationale. Et comme c'est la tradition dans cette émission, je vais demander, Sandrine Chaix, de vous poser une question. On l'écoute. Bonjour Madame Chaix, on ne se connaît pas. Je ne vous remercie pas de nous avoir envoyé Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est assez toxique partout là où il se trouve. J'ai une question pour vous. J'ai vu que vous étiez du parti Les Centristes et je suis surpris que vous soyez dans la majorité de Laurent Wauquiez. Et
Qu'allez-vous faire? Ma question, c'est qu'allez-vous faire dans les années à venir? Je parle au parti Les Centristes, par rapport aux Républicains qui ne sont de moins en moins républicains. Ils ont des valeurs de plus en plus réactionnaires, de plus en plus clairement de droite. Peut-être que demain, ils vont s'allier avec le Rassemblement national. Quelle est votre limite pour travailler avec les Républicains? Alors, sur cette dérive que pointe Jérémy Jordanov des LR vers la droite, voire l'extrême droite? Moi, déjà, je ferai une remarque sur la forme. Je trouve assez regrettable, pour ne pas dire détestable, qu'on prenne les choses comme ça et qu'on s'attaque à une personne en disant qu'elle est toxique. Il parlait de Laurent Wauquiez. Oui, je trouve ça... c'est très symptomatique de la manière dont certains élus considèrent leurs collègues, parce qu'ils sont collègues. Ils ont été élus par les Français et je trouve cette posture détestable. Et puis, en plus, c'est pas comme ça qu'on va créer cette cohésion dans le pays. En fait, ça crée des divisions, ça crée des tensions. Et moi, j'avoue que ces comportements-là me contrarie parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs et ne serait-ce que de respect des personnes qui s'engagent. Et voilà, donc je n'ai même pas envie spécialement de répondre à cette question parce que je trouve que cautionner... c'est quoi de dire que quelqu'un est toxique? Je trouve ça incroyable. Moi, je ne connais pas, comme il l'a précisé, je ne connais pas M. Jordanov. Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai pas eu non plus l'occasion de voir ses peintures puisque j'ai appris qu'il était artiste peintre. Et je ne me permettrai pas de le juger. Ce n'est pas ma façon de faire, ce n'est pas ma façon d'être. Et donc, voilà, je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Sur Laurent Wauquiez, ce n'est pas le seul à le critiquer, le style de Laurent Wauquiez, même au sein de sa famille politique. Oui, mais moi, c'est quelque chose qui me dérange, en fait, qu'on critique les personnes... On se souvient de Gérard Darmanin qui en fait. Envoyait des scuds publiquement à Laurent Wauquiez et inversement, d'ailleurs. Oui. C'est peut-être pour ça que je suis chez les centristes. Sur le positionnement justement des centristes, est-ce que vous faites partie, vous les centristes, aujourd'hui de ce socle commun? Est-ce que vous faites partie de la majorité de Michel Barnier ou pas? Nous, on travaille pour la France, en fait. On travaille pour nos citoyens et on va avec tous ceux qui, à un moment donné, partagent notre socle de valeurs. On a toujours travaillé de manière intelligente avec l'UMP de l'époque, avec les Républicains. Et s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on l'exprime. Mais à un moment donné, il faut aller vers ce qui nous rassemble, nos dénominateurs communs, et pas toujours chercher ce qui nous divise, parce que sinon, on n'avance pas. Alors, il y a 2 députés et 10 sénateurs, je crois, aujourd'hui, en tant que parlementaires de votre parti. Est-ce que, par exemple, sur le budget, ils vont se positionner en faveur des propositions que font le gouvernement actuellement? Pour l'instant, est-ce qu'on sait vraiment quel texte va sortir pour le budget? Donc, il y a des pistes. Oui, on taxe les collectivités locales, on pointe les fonctionnaires du doigt sur les Après, carences. Je crois qu'il faut... Effectivement, il y a les solutions qui sont proposées aujourd'hui, mais il y a quand même le diagnostic de départ. Si c'est pour faire comme ça a été fait jusqu'à maintenant, c'est pas comme ça qu'on va sortir la France de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Donc il faut prendre des décisions. Moi, je regrette que les décisions qui sont prises, elles flèchent d'une manière un peu trop excessive les collectivités. Que les collectivités fassent leur part, pourquoi pas. Tout le monde doit contribuer à redresser le pays. Mais flécher particulièrement les collectivités, je trouve ça assez injuste, pour pas dire très mesquin, parce que les collectivités, elles, à la différence de l'État, elles ont des budgets équilibrés. Et qu'en plus, on doit aux collectivités la plus grande partie des investissements qui sont faits sur le territoire. Donc, à un moment donné, on est partenaire, on ne doit pas être des boucs émissaires, surtout d'une gestion qui a été faite par l'ancien gouvernement et qu'aujourd'hui, on paye quand même assez cash. Et sur l'idée qui est proposée en ce moment d'augmenter les jours de carence pour les fonctionnaires quand ils sont malades Moi, je pense qu'il faut qu'on soit davantage dans l'équité. Maintenant, est-ce que ça doit être 2 jours, 3 jours et pourquoi? Je pense que le dialogue social doit avoir lieu et il doit y avoir un échange. Mais tout le monde doit contribuer à un effort collectif. Donc,
Après, il y a aussi des conventions collectives qui viennent amoindrir aussi cette question des 3 jours de carence dans le privé, puisque certains peuvent être compensés. Donc, c'est pour ça que tout ne doit pas être, j'allais dire, annoncé de manière caricaturale. Tout est affaire de discussion et de dialogue, mais il n'empêche que ça plaise ou que ça plaise pas. Et moi, je ne suis pas non plus très heureuse qu'on soit obligé chacun de mettre la main au portefeuille, mais il y a un moment donné, la situation et l'urgence exigent qu'on fasse des efforts. Donc, on va voir. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux propos de Jérémy Yordanov sur Laurent Wauquiez et l'esprit de cohésion que vous souhaitiez voir au sein des politiques de façon assez large pour faire avancer les choses. Alors, j'ai compris que Jérémy Yordanov ne s'inscrivait pas pour vous dans cet esprit de cohésion. Je ne suis pas sûr que Laurent Wauquiez s'y inscrive beaucoup aussi. Si Jérémy Yordanov était invité la semaine dernière du QJ Politique, c'est qu'il est devenu vice-président de l'Assemblée nationale. On va dire à la surprise générale, même lui ne s'y attendait pas du tout, même s'il s'est présenté, ne s'attendait pas du tout à être élu. Une élection qui est liée, on va dire, à des manœuvres d'appareil, et notamment de Laurent Wauquiez en tant que chef du groupe républicain, où on ne s'est pas désisté dans ce socle commun. On a eu 2 candidats qui se sont affrontés. Finalement, c'est le troisième de gauche qui l'emporte. Ça, c'est aussi une façon de faire de la politique qui est souvent reprochée à l'ancien président de la région. Comment vous percevez ce type de magouille, entre guillemets, qu'on voit régulièrement? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la magouille je pense que c'est de la tactique. Oui, de la stratégie. Ouais. C'est de la stratégie. Mais je veux dire, à ce niveau-là, il y a des raisons pour lesquelles les choses se font que je ne connais pas. Vous savez, moi, je suis une élue de terrain, de proximité. Et c'est pour ça que je suis ici à Mélan et dans notre belle région et que je laisse à d'autres ces postes où il y a des choses qui peuvent m'échapper, mais qui ont certainement de bonnes raisons pour être faites. Bon, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas candidate à l'élection présidentielle. Sandrine Chaix, vous ne voyez pas forcément là. Non, ça ne viendra pas, c'est certain. Bon, on peut parfois se demander si dans ce socle commun et chez les LR, on a envie que Michel Barnier réussisse. En tout cas, certains se posent peut-être la question. Je pense qu'on a tous envie que Michel Barnier réussisse parce que est-ce qu'on aura une autre chance pour pouvoir redresser notre pays? Je ne suis pas sûre. En fait, je crois qu'il faut se rendre compte de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, moi, je pense qu'il faut effectivement l'aider, pas à n'importe quel prix. Je pense qu'il faut dire les choses, il faut défendre nos valeurs, il faut défendre aussi les sujets sur lesquels les Français souhaitent que nous nous mobilisions. Et après, toutes ces cuisines internes, sincèrement, je pense qu'elles s'oublieront dès lors où les textes importants sur lesquels nous sommes attendus seront votés. Bon, en tout cas, ça a permis à un élu isérois de devenir vice-président de l'Assemblée nationale. Ça ne l'a pas adouci, hein. Ça ne l'a pas adouci, non. Visiblement, il aurait pu être reconnaissant envers Laurent Wauquiez, c'est vrai, vous avez raison, mais ce n'est pas le cas, un peu d'ingratitude, voilà. En tout cas, le chemin pour Michel Barnier est semé d'embûches dans son camp. À l'extérieur, ça va être compliqué quand même de mener à bien les réformes et notamment le vote du budget. Michel Barnier qui avait en plus très mal démarré son mandat en oubliant, je ne sais pas si c'est une boulette, de nommer un ministre du handicap en pleine période de Jeux paralympiques à Paris. Ça paraît incroyable. J'avoue que je n'ai pas compris. Mais là aussi, je me dis que c'est tellement énorme qu'il doit y avoir une explication. Alors, mais effectivement, c'est un gros regret, à la fois pour moi, mais aussi évidemment pour toutes les personnes concernées, les associations. Il y avait beaucoup d'attentes à la suite, effectivement, de ces Jeux paralympiques qui ont été absolument incroyables. Je sais que le Premier ministre y a été très sensible. Il a notamment remis les insignes de l'Ordre national du mérite à un certain nombre de médaillés. Donc, je pense qu'il était peut-être concentré sur des choses très importantes, sur le plan de l'équilibre peut-être politique. Et puis, je pense aussi que Paul Christophe, le ministre en charge des solidarités, de l'autonomie, avait à l'esprit qu'il prendrait aussi dans son portefeuille ce sujet-là. Et voilà, je leur laisse le bénéfice du doute parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet sur lequel il ne faut pas faiblir. Et il ne faut pas non plus que le handicap soit le parent pauvre de ce budget non plus. Ne faisons pas
mentir tout cet engouement à la fois des Français et à la fois de tous les acteurs privés, les sponsors, les sportifs, tous les politiques qui ont fait croire, ou en tout cas qui se sont attachés à mettre en valeur ces moments incroyables de sport et d'humanité et de bienveillance. Tout le monde était heureux et c'est une belle parenthèse qui me nourrit encore aujourd'hui. Bon, en tout cas, même s'il a oublié de nommer un ministre, l'erreur a été rattrapée depuis. Vous aviez, Sandrine Chaix, un bon profil pour prétendre à ce poste. Est-ce que Michel Barnier, qui est aussi un élu de la région, vous a contacté pendant ces jours où il constituait son gouvernement? Non. Non? Non. Et s'il l'avait fait, qu'est-ce que vous auriez fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, c'est... non, et puis je ne suis pas... Votre nom a circulé quand même dans les milieux politiques. Il paraît. Non, mais après, je pense qu'il faut faire la différence entre un engagement politique pour... effectivement, c'est une belle reconnaissance. Lorsque moi, je suis déjà tellement heureuse, si je puis dire, que mon nom circule, c'est aussi une reconnaissance de mon travail et de l'engagement et tout ce qu'on a réussi à faire en Auvergne-Rhône-Alpes grâce à l'engagement particulier de Laurent Wauquiez et aujourd'hui de Fabrice Pankouk. Donc moi, c'est déjà un beau cadeau qu'on ait pu imaginer que je puisse assumer de telles fonctions. Maintenant, le contexte est particulier. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Vous connaissez quand même... Je réfléchirai pour la prochaine fois. Ça va peut-être venir vite. On sait que les gouvernements en ce moment sont assez fragiles. Vous les côtoyez quand même, ces élus, ces ministres. Oui. Vous faites partie du comité interministériel sur le handicap. Quel rapport vous entretenez d'ailleurs avec ces hauts dirigeants? Je représente l'Association des régions de France, effectivement, au comité interministériel du handicap et à la Conférence nationale du handicap. Ça se passe très bien parce que je crois qu'on travaille en bonne intelligence. Le handicap, c'est un sujet qui est transpartisan et alors on peut avoir des approches un peu différentes. La question budgétaire est importante mais bon, on arrive. C'est toujours pareil. Moi, dans la vie, j'essaye toujours de trouver les dénominateurs communs, de m'appuyer sur ce qu'il y a de positif chez les personnes et dans l'engagement qu'elles peuvent avoir pour avancer. En fait, on a besoin d'avancer sur ces sujets du handicap. On a trop attendu et aujourd'hui il faut faut appliquer la loi et il faut mettre les moyens pour que voilà, on arrête de refaire des lois et des textes que finalement on n'applique pas en matière d'accessibilité. Enfin, la première loi, c'était 75. On va fêter en février prochain les 20 ans de la loi 2005. On parle aujourd'hui d'une éventuelle nouvelle loi. Sincèrement, je me dis, on ne va pas encore mobiliser tous les acteurs pour leur demander ce qu'il faut faire. On le sait, ça fait longtemps qu'on le sait. Ça fait longtemps que les associations et les personnes concernées s'expriment pour demander à ce que l'inclusion et la société inclusive soient une réalité dès lors où on en donne les moyens et surtout dès lors où l'inclusion se fait de manière qualitative et dans l'intérêt des personnes que l'on veut accompagner. Donc appliquons la loi, mobilisons-nous tous. Et puis le handicap, c'est l'affaire de tous. C'est pas la compétence des uns des autres. C'est évidemment la compétence du département en premier lieu. Mais on a tous un rôle à jouer sur le handicap, y compris chaque citoyen, de pouvoir tendre la main, de pouvoir être attentif aux besoins particuliers des personnes. Si déjà humainement on essaye de trouver des réponses, je pense qu'on progressera beaucoup plus vite. Vous évoquiez le budget, c'est le nerf de la guerre, ouais. L'argent. Alors, c'est pas, vous l'avez rappelé, une priorité, en tout cas une compétence obligatoire des régions, le handicap, mais je crois que vous avez un budget autour de 4 millions d'euros. C'est pas énorme, ça fait 0,1% du budget régional. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, le budget, il est de 5 millions d'euros. Mais ce budget-là, c'est un budget qui est propre à la mission handicap que je pilote avec 7 équivalents temps plein, plus un référent handicap dans chaque direction. Mais ça, c'est un budget à part pour mettre en place des dispositifs particuliers. Mais évidemment, que c'est dans la transversalité et dans tous les budgets de chacune des compétences de la région. C'est pas avec 5 millions qu'on va faire l'accessibilité des lycées. C'est 220 millions d'euros qui sont consacrés à l'accessibilité des lycées et c'est dans le budget des lycées. Et c'est la même chose pour la formation, c'est la même chose pour l'accès à la culture, au sport, pour les déplacements. Donc moi, mon rôle, il est de mobiliser avec
l'ensemble de mes collègues vice-présidents, les moyens nécessaires pour que dans chacune de nos politiques, on prenne en compte les besoins particuliers des personnes en situation de handicap, et je dirais en situation de handicap avec un S, puisqu'on oublie que 80% des handicaps sont invisibles et qu'il faut répondre évidemment à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite au sens, par exemple, de l'usage du fauteuil, mais aussi des personnes qui sont malentendantes, malvoyantes, qui ont des troubles cognitifs, l'autisme, la trisomie, et qui ont besoin aussi qu'on se mette à leur niveau, notamment en termes de communication, pour faciliter leur quotidien. Quelle est la priorité pour vous ici en région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment en Isère, s'il y avait un domaine où il faudrait mettre le paquet, entre guillemets, pour que les choses changent? Moi, je pense qu'il faut mettre le paquet sur la formation et la sensibilisation de tous, et la formation des professionnels. Dans chacune j'allais dire de manière transversale, vous mettez votre enfant à l'école, il faut que l'enseignante soit formée au handicap. Vous allez chez un médecin, un généraliste, un gynécologue. Il faut que la personne elle ait eu dans sa formation une sensibilisation au handicap. Et au handicap, je le redis, au pluriel. Si tout le monde est sensibilisé au handicap, si tout le monde apprend à répondre à une personne en situation de handicap, à trouver des solutions, mais déjà rien que le fait de considérer la personne, de voir quels sont ses besoins, on peut toujours trouver des solutions. Mais si on ne sait pas comment s'adresser à une personne, vous savez, j'ai toujours l'exemple d'une personne qui est non-voyante et à qui on fait traverser la route sans lui demander si elle veut traverser la route, en fait. Il suffit de s'adresser aux personnes pour dire est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux adapter ma méthode d'apprentissage pédagogique pour vous aider? Est-ce que je peux améliorer votre bureau pour que vous puissiez travailler? Améliorer l'outil numérique pour que vous puissiez travailler, vous puissiez apprendre? C'est juste, en fait, j'allais dire, du bon sens et de la formation, de la sensibilisation. Si on avait ça, le reste serait bien plus facile parce que les architectes penseraient, s'ils avaient dans leur formation le sujet du handicap, qu'il faut mettre des ascenseurs, qu'il faut mettre des rampes, qu'il faut que les poignées sont au bon niveau. Et en fait, après, ça laisserait de la place au bon sens, en fait. Donc, pour moi, la clé, c'est la sensibilisation et la formation dans tous les métiers. Vous parliez de l'accessibilité des lycées de la région. L'école, de manière générale, n'est pas forcément accessible aux enfants handicapés. On parle de tous les handicaps et on retrouve régulièrement, nous, en tant que journalistes sur le terrain, des parents désœuvrés qui ne savent pas comment gérer un enfant qui peut être atteint de certains troubles. Là aussi, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. J'en reviens à la question de la formation. Et la formation aussi et la sensibilisation des parents, parce que parfois ce sont les parents des camarades qui ne comprennent pas pourquoi un enfant en situation de handicap, ça perturbe la classe, etc. Enfin, il y a tout un travail à faire de sensibilisation, mais la question aujourd'hui de l'inclusion, pour moi, elle n'est pas prise en compte dans tout son ensemble. Et puis, je le dis d'une manière un peu provocante, mais pour moi, l'inclusion à tout prix, ça n'est pas souhaitable et ça n'est pas possible pour tous, que ce soit pour du polyhandicap ou effectivement des troubles cognitifs qui occasionnent aussi des difficultés, des besoins d'accompagnement particuliers. Et puis, aujourd'hui, l'inclusion, c'est une promesse quelque part. Et quand vous avez un enfant qui va 2 fois 2 heures dans la semaine à l'école, est-ce que c'est vraiment de l'inclusion? Est-ce qu'on coche juste la case ou est-ce qu'on permet l'inclusion pour que l'enfant puisse bénéficier d'apprentissage, arriver à une autonomie, avoir un parcours de formation qui lui permette un jour de pouvoir faire le métier qu'il souhaite? Ou est-ce qu'arrivé en CM2, on explique aux parents votre enfant il a un niveau de CE1, donc il faut qu'il soit dans un établissement? Et là, les parents se rendent compte qu'il y a 4-5 ans d'attente pour un établissement. Et là, c'est la dégringolade. Donc, il ne faut pas que l'inclusion, ce soit un leurre, qu'on vende du rêve et que le réveil soit extrêmement difficile et douloureux. Ce sont des enfants et chaque minute de leur vie où on ne les accompagne pas d'une manière qualitative et adaptée, sont des minutes de vie perdues et un avenir perdu. Alors, vous l'évoquiez, le handicap a connu un gros coup de projecteur à travers le sport lors des Jeux paralympiques. Vous avez assisté à l'événement? Oui, j'ai eu énormément de chance. J'ai passé 15 jours et j'ai pu suivre toutes les épreuves, notamment accompagnée de Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français, la présidente de la Fédération française handisport. J'ai pu retrouver les athlètes de la région et j'ai vécu des moments absolument incroyables. Ça montre que lorsque le contexte est favorable,
chacun d'entre nous, on peut retrouver au fond de nous cette petite flamme qui permet de voir la vie sous le soleil. Voilà. Les gens étaient heureux, bienveillants, il y avait de l'entraide, de la solidarité, c'était incroyable. En plus, nos athlètes nous ont ramené des médailles, beaucoup d'émotions. Et puis aussi, pour moi, l'occasion de voir comment étaient organisés des Jeux paralympiques, puisqu'on a quand même un challenge à relever en 2030 avec les Jeux paralympiques dans les Alpes françaises. Donc voilà, là on voit Jean-Louis Michaud au tir qui nous a ramené une médaille de bronze. C'était magique, hein, sincèrement. Et puis voilà, de voir ce public, je pense que ça a été extrêmement important en termes de changement de regard sur le handicap. Puis on se rend compte que derrière ces athlètes de haut niveau, il y a des personnes qui ont des compétences, des talents, et que toutes ces compétences, ces personnalités, elles ont leur place aussi dans notre société, dans l'entreprise, dans la vie quotidienne. Avant Jean-Louis Michaud, c'était Florian Joigny, l'autre Isérois, qui a remporté une médaille d'or en cyclisme pendant ces Jeux Olympiques. La région qui a depuis, d'ailleurs, l'an dernier, son équipe de sportifs de haut niveau. Je crois que la présentation de la promo 2024 a eu lieu il y a quelques jours. Tout à fait. La team Auvergne-Rhône-Alpes, l'équipe, effectivement, avec des athlètes de nombreuses disciplines, et à la fois, évidemment, des athlètes valides, des athlètes en situation de handicap, que ce soit physique, psychico-mental. Et c'était un beau moment que j'ai partagé avec mon nouveau collègue Renaud Pfeffer, qui était vice-président à la sécurité et qui est désormais également vice-président au sport. Et c'est important qu'on soutienne nos athlètes et puis qu'on leur donne de la visibilité. Ils en ont besoin. Et qu'au travers de cette visibilité, on sensibilise aussi les entreprises, les fondations, des mécènes à les soutenir. Parce que pour qu'ils arrivent au haut niveau et nous ramènent des médailles dont on est fiers, on dit toujours on a gagné, hein. Mais si on dit on a gagné, il faut aussi qu'on contribue à ce qu'ils soient en capacité de gagner. Donc il faut que les entreprises, notamment dans le cadre de notre club des partenaires H+ Sport, les accompagnent financièrement, en mécénat ou en logistique pour leur donner les meilleures conditions et pour qu'ils soient les meilleurs aussi sur le podium. Bon, ils sont une centaine d'athlètes dans cette équipe régionale, à 49 disciplines, 320 000 euros de budget pour les soutenir financièrement. Et vous l'avez dit, Sandrine Check, la région va organiser en 2030, donc c'est presque demain, les Jeux Olympiques d'hiver. Alors, en tant qu'Iséroise, comment vous analysez le fait que l'Isère soit le seul département alpin pratiquement à ne pas être directement concerné par ces Jeux, puisqu'il n'y a pas d'épreuves prévues dans notre département? Après, je pense que ce dossier a nécessité un gros travail en ayant à l'esprit une enveloppe budgétaire la plus resserrée possible. Le fait que sur Courchevel-Méribel, il y ait déjà eu des grandes compétitions il y a peu de temps, qu'il y ait des équipements qui soient aujourd'hui en état ou qui nécessitent le moins de travaux possibles, d'éviter qu'il y ait un maximum aussi de trajets. Enfin, tout ça a été pensé et malheureusement, on ne peut pas être dans toutes les stations. Et évidemment, en tant qu'Iséroise, j'ai un petit pincement au cœur, mais je peux vous assurer que s'il y avait eu de la place pour l'Isère, je pense que Gilles Chabert, qui est extrêmement investi sur le sujet et amoureux de sa montagne, aurait trouvé le moyen de faire en sorte qu'il y ait l'Isère. Donc, il y a des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait. Mais pour autant... je ne sais pas qu'il y ait des raisons politiques au-delà de... Non, sincèrement, je ne pense pas. Maintenant, il appartient à chacun des acteurs, à la fois publics, mais également privés, de s'emparer de ces Jeux. À la différence d'autres candidatures, jusqu'à présent, ce n'est pas les Jeux de Paris, d'Albertville, de Chamonix, de Grenoble, ce sont les Alpes françaises. Donc, jusqu'à preuve du contraire, l'Alpe d'Huez, les deux Alpes. Du reste, mon collègue maire de l'Alpe d'Huez était aussi bien placé. Donc, si ça ne s'est pas fait, c'est qu'il y avait des raisons. Mais ces stations-là et la ville de Grenoble peut aussi s'enorgueillir d'être un territoire concerné par ces Jeux. Il va falloir animer le territoire, il y aura un parcours de la flamme, donc que tous ceux qui regrettent que l'Isère ne soit pas sur la carte montrent leur engagement, leur engouement, leur dynamisme pour faire en sorte qu'ils partagent ce moment à la fois sportif et de fierté nationale. Bon, les stations, j'ai compris, on aurait pu imaginer Grenoble ayant l'une des plus grandes patinoires de France,
que certains matchs de hockey se fassent ici plutôt que d'aller construire 3 ou 4 patinoires, je crois, à Nice, dans une ville où les sports de glace ne sont pas forcément une grand ancrage, une grande tradition. Mais bon, si vous dites qu'il y a... C'est une candidature de 2 régions. Donc il faudra voir aussi avec la région Sud qui a aussi son mot à dire sur l'organisation des épreuves sur son territoire. Elle l'a bien dit, puisqu'effectivement, c'est elle qui cumulera les sports de glace au bord de la Côte d'Azur. Vous êtes en charge aussi, Sandrine Chaix, de l'action sociale. Alors ça englobe quoi? C'est assez large comme périmètre. Alors sur l'action sociale, on est là également, on n'est pas dans notre champ de compétences, mais on a souhaité apporter un coup de pouce en matière d'investissement pour notamment les acteurs de la précarité alimentaire. Donc on accompagne la banque alimentaire, on accompagne les Restos du Cœur, le Secours populaire. La banque alimentaire, dans ses nouveaux locaux, nous ont sollicité pour que l'on puisse les aider à financer tout ce qui était les frigos. Et donc, nous avons apporté une aide de 500 000 euros qui a permis d'aménager assez rapidement, puisque les choses sont faites un peu dans l'urgence, et donner donc le matériel nécessaire à l'engagement de la banque alimentaire. On soutient également le Secours populaire. On avait apporté une aide de 50 000 euros lorsqu'ils avaient été exactement cambriolés. Aussi à ce moment-là. Donc on est à leur côté, on est aux côtés aussi des épiceries sociales, les petites cantines par exemple aussi, à qui nous avons donné un petit coup de pouce. Donc voilà, on essaye sur le territoire d'accompagner des projets qui ont du sens en termes de solidarité. J'ai vu que la région avait lancé ces derniers jours une mutuelle régionale. Oui. Alors je ne sais pas si ça fait partie de ces attributions de l'action sociale. Comment ça va marcher Alors cette mutuelle régionale, elle est portée par une de mes collègues de l'Allier, Valérie Lassalle. Cette mutuelle, en fait, elle a vocation à agir à la fois sur l'accès aux soins de nos habitants, mais également sur le pouvoir d'achat, puisqu'on a identifié à peu près 300 000 personnes qui, en Auvergne-Rhône-Alpes, n'ont pas accès à une mutuelle. Ça peut être des étudiants, ça peut être des personnes retraitées. Et donc, on a souhaité, avec 5 mutuelles de la région, proposer cette possibilité d'avoir une mutuelle à un coût plus attractif, parce que le non-recours à des soins, du fait de ces problématiques financières, ont des conséquences absolument désastreuses sur la santé à la fois des jeunes et des personnes âgées, puisque finalement, au bout du bout, tout ce qui n'a pas été fait de manière préventive et régulière, derrière, on doit gérer dans l'urgence, et on sait aujourd'hui nos difficultés à répondre dans l'urgence aux besoins de santé. Voilà, la photo officielle du lancement de cette mutuelle. Il a du mal à lâcher la place, Laurent Wauquiez, parce qu'au moment de la photo, il n'est plus président de la région. Oui, mais il est conseiller spécial et non, mais il faut être aussi juste. Il a impulsé énormément de projets qui aujourd'hui aboutissent, et c'est tout à fait logique qu'on les partage avec lui, d'autant que c'est lui qui a eu l'idée. Donc voilà, ça me paraît juste. Les expositions médiatiques sont toujours bonnes à prendre, à quelque niveau que ce soit. Dernier champ de compétences, la violence faite aux femmes. Alors ça, c'est nouveau, c'est quelque chose que vous n'aviez pas... Non, c'est quelque chose qui était porté par toute une équipe, avec mon collègue à la sécurité, ma collègue qui était sur le volet famille, et le président Laurent Wauquiez, au moment où il m'a confié cette mission, a souhaité qu'on puisse vraiment impulser les choses d'une manière un peu plus forte. Donc voilà, j'ai accepté avec grand plaisir de me mobiliser sur ce sujet. J'ai été déjà évidemment mobilisée là-dessus. Ça fait depuis 2019 maintenant que la région travaille sur ces sujets avec les associations, et on essaye de mobiliser en fait tous les outils que l'on peut trouver pour essayer de sécuriser au maximum les femmes victimes de violences. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait acheté et on distribue des boutons d'alerte, voilà, qui ont été offerts aux associations qui sont dans ce champ de compétences pour qu'elles puissent le mettre à disposition des femmes qui en avaient besoin. Et là, nous l'annoncerons à l'occasion de la journée, la deuxième édition des assises qui a pour thème donc la lutte contre les violences faites aux femmes, qui se déroulera le 22 novembre à l'hôtel de région. Nous allons donc avec un partenariat avec les unions
l'échelon départemental de CCAS, proposer aux CCAS qui le souhaitent de bénéficier de ces boutons. On essaye de trouver tous les vecteurs de proximité pour qu'une femme qui se trouve dans cette situation puisse avoir près d'elle la possibilité d'avoir un soutien, une écoute et puis ce petit bouton qui peut sauver des vies. Et on a d'autres dispositifs sur lesquels nous travaillons, évidemment l'hébergement d'urgence, la sensibilisation dans les lycées avec le violentomètre. Nous avons réalisé un violentomètre adapté aussi, puisque beaucoup de femmes en situation de handicap sont victimes de violences. On a tendance à l'oublier. Donc, c'est un violentomètre facile à lire et à comprendre. Nous intervenons aussi en faisant de la sensibilisation dans les lycées. Et nous travaillons sur un certain nombre de dispositifs innovants avec notamment une start-up qui s'appelle Tiers et qui propose un dispositif pour faciliter la relation avec un conjoint violent lorsqu'il y a un enfant qui a une séparation et qu'on est obligé de garder ce lien avec le conjoint violent pour, j'allais dire, des questions logistiques, entre guillemets, ce qui est extrêmement difficile. Et donc, cette start-up permet d'avoir un numéro dédié avec l'intelligence artificielle, de retirer tout ce qui est insultes, menaces, harcèlement. Et donc, on va présenter tout ça le 22 novembre à l'hôtel de région. Mais c'est un sujet qui est malheureusement trop d'actualité et c'est un peu comme le handicap, c'est un sujet qui doit tous nous concerner en fait. Si on est tous sensibilisés à ce sujet-là, finalement on pourra davantage se rendre compte de ce qui se passe autour de soi, parce que ça n'arrive pas que chez les autres, ça n'arrive pas que dans les quartiers, ça arrive de partout. Et donc, si on est sensibilisé et qu'on se rend compte de ce que c'est qu'une violence aussi, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui, dans la relation fille-garçon, par exemple, ou dans une relation de couple, n'ont pas conscience des niveaux de violence qu'ils exercent les uns envers les autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des comportements relationnels qui sont différents de ce qu'on a pu connaître et qui paraissent de plus en plus normales alors qu'ils ne le sont pas. Donc il faut beaucoup communiquer, beaucoup travailler avec les associations, les partenaires et surtout libérer la parole et accompagner, sécuriser le parcours avant la procédure judiciaire et la plainte, parce que on sait que une femme met parfois en moyenne 7 fois, elle fait 7 fois la démarche de vouloir partir, quitter son conjoint violent avant d'y arriver. Donc cette période-là, comment on la sécurise, comment on l'accompagne, essayer de faire en sorte que ces femmes ne soient pas seules et qu'elles se disent qu'il y a un avenir ailleurs qu'auprès du conjoint violent. Et on va finir cette émission en parlant de votre commune, Mélan, une des principales villes de l'agglomération grenobloise, près de 20 000 habitants. Mélan, vous avez annoncé il y a quelques jours que vous seriez candidate aux prochaines municipales. Alors c'est un peu loin, c'est en 2026, mais ça va vite rentrer dans l'actualité politique des prochains mois. Pourquoi vous positionnez si tôt ? Alors, c'est même plutôt que ça, parce que ça fait 3 ans que je fais du terrain et que je vais à la rencontre des associations, des commerçants, des Mélanaises et des Mélanais. Et comme à chaque fois, évidemment, ils me posent la question. Donc, j'ai dit, bon, maintenant, il est temps que je l'officialise. Effectivement, c'est dans 18 mois, mais c'est demain. Et voilà, moi, c'est important d'être clair. Moi, je suis quelqu'un de très transparent. Et donc, je voulais que les démarches que je fais aujourd'hui en allant à la rencontre de chacun, elles soient dans un cadre clair et que les gens comprennent pourquoi je m'engage. Alors, je rappelle, vous êtes positionné au centre droit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un maire de gauche, Philippe Cardin, qui dirige la ville de Mélan. Alors, il ne vous soutiendra pas, mais il vous respecte, ce qui est pas toujours fréquent en politique. Je le cite, parfois on a des adversaires politiques qu'on apprécie. Il parlait de vous, Sandrine Schex. Le problème, finalement, il va peut-être être plutôt à droite qu'à gauche pour cette élection, puisqu'il y a une candidate qui s'appelle Joëlle Ours, qui a été candidate en 2020, qui compte bien repartir en 2026, d'autant que depuis, elle est devenue conseillère départementale du canton de Mélan. On la voit là dans nos studios lors des précédentes élections municipales, puisqu'on avait organisé un débat sur Mélan qu'on refera avec plaisir en 2026. Joëlle Ours, qui est également soutenue par Jean-Pierre Barbier, le président du département, puisqu'elle fait partie de son équipe. Alors comment ça va fonctionner, ces deux candidatures pour un même poste ? Vous êtes à peu près sur le même positionnement politique ?
On n'a pas la même façon d'être, on n'a pas la même façon de faire, on a des caractères différents. Moi, je ne connais pas plus que ça Joëlle Ours, ni ce qu'elle a pu faire jusqu'à maintenant. Je la croise évidemment dans différentes instances. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce que je fais et c'est ce que je veux faire pour Mélan. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'engagé sur le terrain. J'ai toujours porté des politiques, mais pas que des politiques... dans le discours, j'ai porté des projets. Lorsque j'ai été élue à Coran, j'ai porté le projet de construction et de création à la base de la crèche des Mouflets. J'ai géré pendant 17 ans une association d'aide à domicile pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Mon parcours, et puis j'ai évidemment cette expérience aujourd'hui régionale, mon parcours, il est fait d'actions, il est fait de politiques concrètes au service des habitants, au service des usagers. Lorsque j'étais dans l'association, moi, ce que je souhaite, c'est en fait que toute cette expérience que j'ai acquise en matière de gestion budgétaire, de management d'équipe, effectivement de concrétisation de projets, je puisse le mettre au service des Mélanaises et des Mélanais. Je vais pas, moi, pour cette élection, je veux pas rentrer dans les problématiques de telle personne, il est moins bien, il est mieux, etc. Moi, j'ai cette chance d'avoir une éducation qui me permet de faire la part des choses. Je le disais tout à l'heure, de chercher ce qu'il y a de bon dans les gens, de ce qu'il y a de positif. Et c'est aussi la raison pour laquelle, et j'en remercie Philippe Cardin, respecte, je pense, le travail que je fais. Et c'est comme ça que je fonctionne, en fait. Donc, on va offrir, comme dans toute bonne démocratie, le choix aux Mélanaises et Mélanais. Et ils choisiront. Et je trouve ça plutôt sain. On ne peut pas imaginer un rapprochement avant le premier tour entre vos deux candidatures? On a deux engagements et deux parcours différents. Donc on va expliquer nos deux manières différentes d'aborder cette élection. Et puis les Mélanais choisiront. Bon, ce sera au printemps 2026, normalement. J'imagine que vous avez regardé les résultats des derniers scrutins, des législatives à Mélan. Un tiers des voix seulement pour la gauche. Alors, même si on est dans une élection complètement différente, mais c'est une des communes qui potentiellement pourrait basculer en 2026. Il se joue derrière ça aussi la gouvernance de la métropole de Grenoble. Ça vous a pas échappé? Non, ça m'a pas échappé, d'autant que, comme vous le savez, je travaille à la métropole auprès d'élus depuis maintenant 23 ans. Donc, je connais bien les enjeux à la fois en termes de politique intercommunale, métropolitaine, et à la fois, évidemment, les enjeux de gouvernance politique et j'allais dire de petits arrangements politiques, de guéguerres politiques. Et je trouve ça dommage parce que, évidemment, cette rivalité entre la ville de Grenoble et puis une autre partie de la métropole, je ne mettrai pas en avant les personnes ou les fonctions, mais tout ça, ça dessert un territoire, en fait. Et aujourd'hui, on doit travailler pour l'ensemble des 49 communes. On voit aujourd'hui la polémique de Grenoble qui veut récupérer 9 sièges. Pourquoi faire, en fait, pour avoir plus de pouvoir? Est-ce que c'est pour servir l'intérêt du territoire? Est-ce que c'est pour être davantage à l'écoute? Enfin, moi, je trouve que c'est dommage de systématiquement faire des calculs comme ça pour des enjeux de pouvoir. Évidemment, il faut avoir une gouvernance pour pouvoir avancer sur les projets. Mais moi, j'aimerais bien connaître le projet de la ville de Grenoble au niveau métropolitain, avant de se dire on va récupérer 9 postes. Et je trouve ça extrêmement méprisant à l'égard aussi des communes qui sont concernées, à qui qu'on convoque et à qui on dit hop, toi je t'enlève un poste parce que l'accord local ne me convient plus. Je trouve c'est aussi ça qui dessert la politique, en fait. Comment voulez-vous que les gens aient confiance en nous, qu'ils se disent qu'on est là pour eux et qu'on est là pour leur faciliter le quotidien, parce que c'est quand même ça notre job, et que finalement, on mette de l'énergie à se faciliter son propre positionnement, ses propres ambitions, et je trouve ça dommage, en fait. Voilà.
En tout cas, votre campagne à Mélan est lancée. Vous aurez une réunion publique, je crois, le 26 novembre. Tout à fait. Alors, Joël Ours en fait une 2 jours après, le 28 novembre. Je ne sais pas si c'est un hasard du calendrier. On aura sûrement un marquage assez précis entre vous deux pendant ces 18 mois de campagne. Sur quel thème, d'ailleurs, vous allez axer votre campagne à Mélan? Alors, sur l'urbanisme, il y a eu énormément de constructions sur Mélan, même s'il y a des besoins de logement. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous avez autant de logements qui arrivent, déjà, ça défigure l'image quand même de Mélan nature. Il ne faut pas non plus se voiler la face. C'est quand même, vous le voyez sur les images, quand même des immeubles de béton quand même assez conséquents. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à faire une pause. Il faut intégrer tous ces habitants. On ne sait pas aujourd'hui, les constructions ne sont pas terminées. Il y a d'autres logements qui sont prévus par ailleurs. Quels sont les habitants qui vont arriver? Est-ce que ce sont des jeunes qui auront besoin de place en crèche, des jeunes qui auront besoin d'activités? Est-ce qu'au niveau de la circulation, comment est-ce qu'on va stationner? Tout ça aujourd'hui, c'est un vrai problème. Sur Mélan, il est très difficile de circuler. En plus, il y a des travaux en ce moment qui mettent du reste en difficulté certains commerçants, mais on ne peut pas stationner. Comment est-ce qu'on a une vision d'ensemble? Je crois que c'est ce qui manque à Mélan, c'est cette vision d'ensemble qui permet d'intégrer différents paramètres de construction, la sécurité, parce que aujourd'hui, le maire fait partie de ceux qui ne privilégient pas l'installation de caméras de vidéoprotection à Saint-Martin-d'Air, à Échirolles, à Coran, à Auvers-Sous. Il y a des tas de communes qui sécurisent et qui installent des caméras de vidéoprotection qui permettent aussi de sécuriser, de rassurer la population et puis de travailler en bonne intelligence aussi avec les forces de l'ordre quand c'est nécessaire. Mélan, aujourd'hui, ce n'est pas une priorité affichée et je pense que la sécurité, elle est importante, surtout qu'elle n'a pas de frontières. Les problèmes de délinquance, de trafic de drogue, d'incivilité, ça ne s'arrête pas au panneau Grenoble. Je ne veux pas refaire l'histoire et l'actualité, mais en tout cas, je pense qu'il est important de prendre les choses en main sur ce sujet-là. Et puis évidemment, de préserver ce Mélan nature. On a une chance absolument incroyable d'avoir tous ces espaces, tous ces parcs, tous ces arbres, et il faut qu'on soit attentif. Mais la commune est aussi en déficit de logements sociaux depuis très longtemps. Donc, il y a une obligation légale de construire suffisamment de logements pour faire baisser ce taux. Je crois qu'il y a eu 292 000 € d'amende payée par Mélan lors du précédent mandat, pas celui de Philippe Cardin, mais celui d'avant, à cause de ce déficit de logements sociaux. Donc, il y a un paradoxe aussi. Il faut construire, la commune... mais on veut pas il y a trop. plusieurs façons de construire, déjà, pour commencer. Et puis, il y a aussi plusieurs façons de faire du logement social. Évidemment, il y a des contraintes réglementaires, mais il y a aussi des besoins aujourd'hui qui ne sont pas satisfaits. Comment vous voulez faire tourner une commune quand vous n'êtes pas capable et vous n'avez pas la possibilité de loger des agents municipaux? Comment vous voulez aider les personnes âgées, par exemple, ou en situation de handicap, quand vous n'avez pas la possibilité de loger des assistants de vie, des auxiliaires de vie, des assistantes maternelles, des personnes qui travaillent dans les écoles, des pompiers volontaires, des agents des services techniques, des agents municipaux. À un moment donné, il faut aussi être attractif pour ces personnes-là. Si on veut qu'en plus, on respecte les problématiques environnementales et qu'on évite que les gens viennent travailler à Mélan dans les services municipaux alors qu'ils habitent à plusieurs kilomètres et qu'ils viennent en voiture et qu'ils contribuent à la pollution. Il y a à un moment donné cette vision de Mélan qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, le logement social, ça peut être du logement partagé pour des personnes en situation de handicap, ça peut être de l'habitat intergénérationnel, ça peut être des résidences seniors. C'est quand même dommage que des personnes âgées aujourd'hui qui n'ont pas forcément les moyens de quitter un logement, de rester dans un logement grand quand ils sont tout seuls, de se dire non, j'ai pas les moyens de rester sur Mélan. Ça, c'est un peu dommage, au même titre que des jeunes couples qui ont leurs parents et qui ont habité à Mélan, aujourd'hui, sont obligés de partir loin parce qu'ils n'ont pas les possibilités. Et ça, c'est le marché, Sandrine Chaix. Le maire n'a pas vraiment le pouvoir de fixer les prix, sauf non, mais c'est pas forcément de fixer les prix. Loyers. C'est pas forcément de fixer les prix, mais quand vous avez des promoteurs qui veulent construire un immeuble, il y a des règles effectivement avec le PLU, et puis il y a des discussions qui se font. Il y a un permis de construire, donc vous pouvez aussi discuter. On n'est pas que dans... moi, je considère que c'est toujours pareil, ça a toujours été, au cœur de ma vie et de mon engagement. Il y a soit on dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça peut venir de l'État de dire ça peut venir de la métropole, ça peut venir de la commune. Soit on dit
Aujourd'hui, la commune, elle a déjà encaissé un certain nombre de constructions. Donc, on se met autour de la table. Et comment, sur les autres projets qui sont aujourd'hui annoncés, que ce soit sur le site de l'ex-pharmacie, où on annonce 400 logements, sur le site de la Société Générale, 200 logements, enfin 200, 150, enfin, je veux dire, à un moment donné, comment on absorbe cette population pour ne pas changer la qualité de vie de la commune, pour ne pas nuire au stationnement. Il y a plein d'endroits, notamment avec des nouveaux immeubles, il n'y a pas de place pour des personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de place de stationnement, il n'y a pas de passage sécurisé, ne serait-ce que pour être en poussette. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser et il faut voir comment on intègre, le mot n'est pas beau, mais comment on absorbe aussi ce flux de nouveaux habitants, qu'on identifie qui ils sont, quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'on peut aussi dimensionner les services publics pour pouvoir répondre à leurs attentes et comment est-ce qu'on peut réfléchir à ces parcours, ne serait-ce que de circulation au-delà des transports en commun, etc., et de stationnement. Et puis comment on prend aussi en compte une problématique à Mélan, hein, c'est qu'on le voit quand on a construit certains immeubles, dès qu'on creuse, il y a aussi de l'eau. Donc quand j'ai aujourd'hui des habitants qui me disent je ne peux pas garer ma voiture dans le parking dans des immeubles qui sont relativement récents parce qu'il y a de l'eau, non, en fait, on n'est pas dans un pays sous-développé, on est à Mélan. Donc à Mélan, on doit pouvoir exiger une qualité de vie et une qualité environnementale et une qualité aussi des équipements publics et des lieux de vie qui soient corrects. Alors, il y a un dossier de construction qui fait beaucoup parler de lui à Mélan ces dernières années, c'est celui de la construction d'une église catholique intégriste par la fraternité Pie XII, qui possède déjà une école privée dont on voit les images sur la commune. Le maire actuel, Philippe Cardin, s'est fortement opposé au projet jusqu'à se retrouver attaqué en justice par les représentants de cette fraternité pour diffamation. Quelle sera votre position sur ce dossier si vous êtes élu maire? Vous allez reprendre le combat de Philippe Cardin ou laisser faire le projet? Je crois que vous avez compris, je ne suis pas une femme de combat. Je suis une femme de combat pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour lutter contre les injustices. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il faut tout simplement laisser place au dialogue. Sincèrement, moi, j'ai habité pendant 30 ans à Coran, à peu près 600 mètres de cette école. Je n'avais jamais entendu parler de cette école. Donc là, d'un seul coup, il y a un éclairage. Ma foi, j'ai déjà eu des discussions avec eux il y a quelques mois. Tout se discute, tout s'échange et il faut faire attention aussi aux préjugés, tout ce qui est dogmatique. Je vous dis, moi, j'essaye toujours de trouver les dénominateurs communs, les points communs, de voir le verre à moitié plein, parce que je pense qu'aujourd'hui, on en a tous besoin. Et la confrontation, les comportements comme ça, après, voilà, ça a été le choix de Philippe Cardin, c'est le sien. Moi, je veux dialoguer, en fait. Je veux dialoguer et je ne veux pas jeter l'anathème sur qui que ce soit. Donc, je ne les connais pas suffisamment pour pouvoir porter de jugement. J'imagine que si ils ne respectaient pas les règles, comme semble le penser M. Cardin ou d'autres, je pense que on ne serait pas sur des problèmes de diffamation, en fait. On serait peut-être sur des problèmes plus graves. Et ce n'est pas le cas, donc je ne veux pas porter de jugement sur des choses que je ne connais pas assez. On verra le moment venu quand je serai maire de Mélan. C'est dans 18 mois au minimum, ces élections. Avant, ces municipales, les Mélanais, comme d'autres habitants d'ailleurs de l'Isère, vont retourner aux urnes très rapidement, ceux de la première circonscription, puisque le député qui avait été élu au mois de juillet, Hugo Prévost, a démissionné suite à des plaintes pour harcèlement moral et sexuel notamment. Alors il y a des femmes qui sont pressenties pour prendre la place d'Hugo Prévost. Il y a Nathalie Béranger qui va se représenter pour le parti Les Républicains. On avait parlé d'Amandine Germain pour le PS ou de Lucie Castet aussi. Le nom est ressorti sur cette circonscription, un parachutage de celle qui devait devenir la première ministre. Qu'est-ce que ça vous avait inspiré, même si la piste visiblement s'est refroidie, le fait de voir Lucie Castet venir ici sur une circonscription iséroise? C'est tout ce qu'on n'aime pas, en fait. C'est tout ce que les gens ne veulent pas. Aujourd'hui, c'est pas Lucie Castet, c'est Monsieur Loufoque, je crois, qui va débarquer, puisque le terme n'est pas très joli, mais c'est un peu comme ça qu'on le ressent.
Franchement, est-ce que c'est digne des enjeux aujourd'hui, de ce qu'on évoquait au début de l'émission sur voilà, la situation de la France? Moi, je trouve que c'est peu respectueux des électeurs de cette première circonscription. Il y a des talents locaux avec lesquels je ne partage pas tout, mais qui mériteraient aussi de pouvoir être à cette place. Moi, évidemment, je soutiendrai ma collègue Nathalie Béranger, avec qui je partage beaucoup de temps par rapport à notre engagement commun au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est présidente d'Alpexpo, où elle fait un très bon travail. Elle est sur le terrain depuis des années. Et moi, je privilégie toujours la relation humaine aussi aux postures politiques. Je regrette qu'on soit obligé d'avoir une élection partielle. Et dans le cadre des sujets qu'on vient d'aborder, notamment la lutte contre les violences faites aux femmes, moi, je trouve ça quand même assez choquant. Ce n'est pas le premier. Et malheureusement, on le voit régulièrement dans l'actualité. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire un peu de ménage dans notre entourage lorsqu'on a des personnes, quels qu'ils soient, du reste, qui ne respectent pas les règles élémentaires et la loi en matière de relation à l'autre, en fait, quel que soit l'autre. Donc, moi, je trouve ça assez choquant. Et puis, j'aurais une pensée aussi, pardon de le dire comme ça, pour tous les maires de cette circonscription et tous les agents municipaux qui vont encore se recoller 2 dimanches d'élections après toutes les élections qu'on a dû vivre ces derniers temps, parce que l'air de rien, les élections, elles ne peuvent se faire qu'avec la mobilisation de toutes ces personnes. Et c'est pas forcément, c'est pas forcément des engagements qui laissent à penser que la politique a que des qualités. On sent déjà le futur peut-être maire de Mélan qui parle pour ces agents municipaux. Non, ça vous a pas tenté de partir sur cette élection qui était imprévue il y a encore un mois? Vous testez sur votre territoire? Non, sincèrement, d'abord parce que Nathalie Béranger s'était présentée la dernière fois. Elle n'est pas de votre parti, elle est LR, vous auriez pu incarner une candidature Non, mais comme je l'ai expliqué, on travaille en bonne intelligence. Dans cette circonscription, il y aurait eu que Mélan et Coran, mais les 2 territoires sur lesquels je vis depuis plus de 30 ans, je me serais dit peut-être pourquoi pas, mais là il y a Grenoble et je ne suis pas élue à Grenoble, Nathalie est élue à Grenoble. Voilà, je pense qu'elle aura besoin du soutien de tous parce qu'à un moment donné, ce serait bien qu'on envoie un député à l'Assemblée ou une députée à l'Assemblée nationale qui soit quelqu'un qui a des valeurs et quelqu'un sur qui on peut compter pour défendre ces valeurs et également défendre notre territoire. Eh bien, à suivre. Ce sera peut-être début janvier, cette élection. On n'a pas encore vraiment de date officielle de la préfecture. En tout cas, Sandrine Chaix, merci d'avoir participé à ce QG. Il vous reste une mission, c'est de poser une question à notre prochain invité. Vous le connaissez puisque vous avez été collègue avec lui, notamment à la région. Il s'agit de Yannick Neuder, qui est aujourd'hui député et le patron des LR aussi en Isère, qui est au cœur du débat sur le budget, notamment le budget de la sécurité sociale en ce moment à l'Assemblée nationale, et qui sera donc notre invité mi-novembre pour le prochain QG politique. Je vous laisse regarder la caméra en face de vous et de lui poser la question que vous souhaitez. Bonjour Yannick, alors je me permets de le tutoyer puisqu'effectivement, comme vous le disiez, nous sommes collègues à la région. Je sais que tu es très impliqué et que tu fais un travail remarquable en tant que rapporteur du budget de la sécurité sociale, et je voulais savoir, alors peut-être ma question est-elle naïve, mais est-ce que le PLFSS de 2025 apportera aux concitoyens et aux personnes qui ont besoin d'accéder aux soins? Vraiment, est-ce que ça apportera un changement? Est-ce qu'on arrivera à faire bouger les choses? Ou est-ce qu'une fois de plus, ce sera un coup d'épée dans l'eau? Mais je suis sûre que la mobilisation, à la fois la tienne et celle du groupe des Républicains, permettra peut-être d'avancer. En tout cas, je le souhaite, parce que l'accès à la santé et aux soins pour tous est absolument essentiel. Merci Sandrine Chaix. J'espère qu'Yannick Neuder pourra nous répondre, qu'il aura un peu de visibilité sur ce budget. Ce n'est pas forcément le plus simple en ce moment à l'Assemblée nationale. Voilà, prochain QG donc dans 15 jours, le week-end du 15 et 16 novembre. Vous pouvez revoir toutes nos émissions en replay sur le site internet de Télé Grenoble. Merci.